Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup sur cette visio. Effectivement, le sujet du jour, c'est on va parler de GEO, donc Generative Engine Optimization. Donc c'est effectivement l'optimisation pour les IA. C'est vrai qu'on en voit parler un petit peu partout. Ça ferait concurrence au SEO et puis même qui vont jusqu'à annoncer la fin de Google. Donc l'idée c'est qu'effectivement qu'on puisse déjà faire un petit peu d'un état des lieux de ce qui s'est passé côté SEO et puis des tendances qu'on observe. On voit les différences ou les similitudes avec le Géo. Et puis après, on va parler effectivement des bonnes pratiques côté Géo et puis quelle place lui donner dans sa stratégie marketing. Et donc, pour parler de ce sujet-là, j'ai invité, je le disais, Alexandre Courbin, qui est CMO chez Eskimos, qui est aussi à son compte maintenant. Enfin, Alexandre, tu vas nous dire un petit peu ta situation, mais merci d'être avec nous du coup ce matin. Merci, bonjour à tous, bonjour Axel. Merci pour l'invitation. Effectivement, moi, ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le monde de la tech. Mes dernières expériences en date, c'était notamment chez Malte pendant 3 ans où je m'occupais de la partie marketing ops. Et ensuite, j'ai rejoint Eskimos en tant que CMO Group. Eskimos, pour ceux qui connaissent pas, c'est une agence d'acquisition digitale qui s'est fait connaître historiquement sur le SEO et qui aujourd'hui compte 250 consultants dans 5 pays. Et donc, j'étais CMO chez Eskimos et effectivement, je viens de quitter Eskimos pour basculer sur un format part-time. Donc, je continue à les accompagner et je découvre également la vie de freelance. Et c'est plaisir et c'est complexité. Je vais pas tout gâcher, je te laisserai découvrir au fur et à mesure. Mais bon, du coup, effectivement, bon, c'est pas pour rien du coup, que tu es là pour parler GEO, SEO, parce qu'effectivement, on voit bien le lien aussi avec le contexte et l'expérience que vous pouvez en avoir chez Eskimos. Avant qu'on rentre du coup vraiment dans le cœur du sujet GEO, c'est ce que je disais un petit peu en introduction. L'idée, peut-être, c'est déjà de faire un état des lieux. C'est vrai que moi, je le vois, tu vois, sur plusieurs sites clients que j'accompagne. Et j'ai vu l'année dernière, il y a des choses qui se passent parce qu'il y a des décrochages entre, notamment au niveau CTR, des fois entre les impressions et les clics. On a vu certains chuter aussi sur le trafic. On observe d'autres choses aux États-Unis où il y a directement les réponses qui sont dans le moteur de recherche. Bref, donc l'idée, c'est de voir un petit peu, la question, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe depuis l'année dernière, on va dire, en tout cas, qu'est-ce qu'on observe côté SEO sur les volumes, les mots-clés qui rankent, qu'est-ce qui se passe sur le marché, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une espèce de vent de panique qui souffle sur le marketing avec, comme tu l'as souligné, un symptôme principal, c'est l'effondrement du trafic. Cet effondrement, pour discuter avec pas mal de personnes dans le marketing en général, on a des retours du type de mon trafic est tombé, a diminué de 20 à 30% year on year, ce qui est quand même très, très conséquent. Alors, qu'est-ce qui explique ça? En fait, il y a plusieurs symptômes, comme tu l'as souligné. La première chose, déjà, c'est le développement massif des IA génératives, donc ChatGPT, Perplexity, Claude. Il y a vraiment un nouvel usage qui a explosé au niveau sociétal, avec aujourd'hui 2,5 milliards de requêtes chaque jour sur les moteurs tels que ChatGPT, à comparer aux 15 milliards de requêtes sur Google. Donc, évidemment, Google reste largement majoritaire, mais on est quand même sur un nouvel usage pour un outil qui existe seulement depuis 2-3 ans, qui représente quand même déjà petit 10% des usages quotidiens des gens. S'ajoute à ça le fait que, vu qu'il y a ce nouvel usage, Google a lancé de plus en plus de features pour suivre le sens de l'histoire, l'évolution du marché. Et donc, ces nouvelles features, en France, on est encore plutôt protégé. On est un des 2 ou 3 seuls pays au monde avec la Corée du Nord où il n'y a pas encore Google AI Overview, qui est justement le fait d'inclure une espèce de partie générée par IA dans les résultats de recherche. Et ça, en fait, à partir du moment où c'est déployé, c'est live dans à peu près tous les autres pays du monde. Et à partir du moment où c'est déployé, ça accentue l'effet il y a de plus en plus de requêtes sur Google sans clic associé. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un changement de paradigme assez profond dans le marketing, parce qu'il y a vraiment ce découplage entre, d'un côté, le volume de recherche et les impressions. Donc, les gens voient les pages, mais en fait, ils ne cliquent plus. Et donc, ça veut dire que là où avant, il y avait une espèce de facilité à traquer ce qui se passait sur le SEO, les gens font des recherches, une partie d'entre eux cliquent sur les liens, arrivent sur le site et peuvent ensuite être convertis. Là, en fait, on est sur une dynamique de fond il y a de moins en moins de recherches qui aboutissent à du trafic sur le site. Donc, c'est pas juste AI Overview qui fait ça. Ça fait déjà plusieurs années que Google a mis en place les snippets, les extraits de résultats. Mais là, il y a quand même vraiment une accélération depuis l'année dernière. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est ce que tu dis avec la position zéro, enfin les snippets et tout. C'était déjà une tendance, on va dire, le zéro clic, mais ça s'accélère vraiment avec cet aspect-là, quoi. C'est ça. Il y a peut-être juste une chose qui est quand même pour rassurer par rapport à ce constat qui peut être assez catastrophiste sinon, c'est que c'est quand même essentiellement le trafic informationnel qui s'effondre. C'est-à-dire vraiment les gens qui cherchent des informations et qui n'étaient pas dans une logique de j'ai envie d'acheter quelque chose là maintenant tout de suite. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing et l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Heat, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais, oui, bah tu vois, c'est vrai que c'est vraiment le truc que j'ai remarqué moi sur un de mes principaux clients où en fait on a perdu même du ranking. Je pense qu'il y a eu une grosse mise à jour en septembre. Enfin, tu vois, j'ai vu les différents sites que je suis, on a une chute sur les mots-clés, beaucoup de mots-clés informationnels, mais à contrario, au final, le trafic qu'on génère, il est plus qualifié presque. En tout cas, on est mieux positionné sur les mots-clés plus cœur métier, quoi. Donc Ouais. bon, bref, l'un dans l'autre, ça va pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Ouais, on verra les tendances. Euh, du coup, l'idée, c'est qu'on rentre un petit peu dans le détail géo. Est-ce que, j'allais dire globalement, peut-être recommencer par définir ce que c'est, mais en tout cas, revenir un petit peu sur le concept. Et puis après, j'aimerais bien qu'on parle de la place à lui donner dans une stratégie marketing, parce que, bon, après, c'est peut-être le biais LinkedIn aussi, mais c'est vrai qu'on voit ce mot-là partout en ce moment, comme si, d'ailleurs, il fallait tout arrêter avec le SEO pour investir massivement là-dessus. Mais bon, tu l'as dit, évidemment, la part de marché, elle a grossi très rapidement, mais Google reste important. Donc voilà, bon, l'idée, c'est un petit peu, premièrement, de revenir sur le concept, et puis après, qu'on discute d'un point de vue stratégique et à la place que tu penses lui donner. Ouais, ça marche. Donc GEO pour les bases, ça veut dire quoi? Ça veut dire Generative Engine Optimization. Donc c'est comment est-ce qu'on optimise sa visibilité sur les moteurs IA tels que ChatGPT et tels que demain Google IA Overview quand ça aura été déployé en France. Pourquoi c'est utile? 3 raisons principales. Déjà, en fait, comme je le disais au début, c'est vraiment une nouvelle manière de consommer de l'info qui est en train de se développer. J'imagine qu'ici, vous êtes tous utilisateurs de ChatGPT ou autre. Et c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir accès à une info qui est synthétisée, qui va croiser plusieurs sources et qui est très facile à absorber et en plus qu'on peut consommer juste en discutant avec son ordi ou son téléphone, je trouve quand même toujours ça assez bluffant. Donc, c'est une nouvelle manière de consommer de l'info et de manière plus stratégique, on se rend compte que les entreprises qui sont bien référencées sur les moteurs IA, c'est pas toujours les mêmes que celles qui sont bien référencées sur Google. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est une nouvelle discipline qui fait qu'il y a un nouveau terrain stratégique à conquérir. Et donc, au même titre que quand on fait du SEO, c'est parce qu'on veut être visible pour les gens qui cherchent sur Google. Quand on fait du GEO, on veut être visible pour les gens qui cherchent sur ChatGPT. Le dernier point plutôt avantageux, c'est, en tout cas, moi, je le ressens à titre personnel. En fait, vu la manière dont est construite la conversation, la discussion, qui ressemble beaucoup plus à justement une conversation avec un humain que une expérience plus unilatérale comme on pourrait faire sur Internet quand on navigue sur des sites. Je trouve que sur les IA, il y a beaucoup plus un côté effet prescripteur. C'est-à-dire que quand je demande des informations à ChatGPT, je sais évidemment que tout va pas être forcément 100% exact, mais je vais quand même avoir tendance à lui faire confiance parce que je vois que il y a plusieurs sources qui ont été prises à la fois et donc il a déjà fait ce travail de synthèse que avant j'aurais dû faire moi-même en allant sur plusieurs sites différents. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est le GEO? Et la question maintenant, c'est quelle place on lui donne dans sa stratégie. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir déjà, c'est que c'est un nouveau canal, il y a un nouveau territoire à conquérir et donc souvent le premier qui y va, c'est celui qui peut réaliser le plus de bénéfices et c'est pour ça que sur LinkedIn notamment, on en entend énormément parler. Après, je pense qu'il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Déjà, si on regarde par rapport aux métriques traditionnelles, le trafic généré par ChatGPT,
en fait, j'ai l'impression que c'est pas tellement au niveau du trafic que se situe l'opportunité. Oui, ça peut générer du trafic. Oui, ça va être du trafic qui est très qualifié parce que quelqu'un qui arrive de ChatGPT, parce qu'il a tapé qui est le meilleur freelance pour m'accompagner en marketing digital et que ChatGPT lui a dit c'est Axel, il va se dire bon bah allez, je vais aller voir Axel. Mais en fait, ouais, du coup, là où Google, de mémoire, il y a peut-être 3 recherches sur 10 qui aboutissent à un clic, sur ChatGPT, c'est une recherche sur 200. Donc, le trafic, c'est vraiment pas l'objectif principal. En revanche, les avantages, ils sont vraiment sur la visibilité, sur la notoriété et sur le fait justement que ce qu'on va travailler, c'est pas tellement du trafic qualifié. Oui, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est avant tout, est-ce que les moteurs IA parlent de moi, de ma marque, de mon entreprise et de nos activités, et comment est-ce qu'ils en parlent? Dans l'idéal, de manière positive, ou en tout cas pour les personnes qui demandent, par exemple, un classement, est-ce qu'ils me situent en tête de ce classement? Donc, c'est surtout là qui est l'opportunité. Oui, il faut mettre les bons objectifs derrière effectivement le canal, quoi. Parce que Mm. c'est ce que tu dis, la part de trafic au final qui arrive sur le site. Tu vois, enfin, on en avait parlé un peu l'année dernière dans la communauté. Je crois qu'on parlait, enfin les gens partageaient entre 0,5 et 2% du trafic qui venait des IA, quoi. Bon, c'est ce que je vois aussi. Donc ça reste minime, même si ça convertit globalement mieux. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est qu'on voit que c'est un trafic qui est très qualifié, mais au final, c'est pas forcément ce trafic-là en premier qu'on va aller chercher quand on fait du GEO, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, c'est aussi, je pense, parce que il y a vraiment on a beaucoup matraqué ça chez Eskimos, mais en fait, on est entré dans l'ère du global search. Donc, en fait, il y a de plus en plus de moteurs de recherche. On peut penser à Google, ChatGPT, mais en fait, même les réseaux sociaux, TikTok, etc., notamment pour la Gen Z, c'est énormément utilisé vraiment pour chercher des infos. Sauf que tous ces usages qui se dispersent, en même temps, on constate qu'ils s'additionnent. C'est-à-dire que les personnes qui utilisent le plus ChatGPT, ça va pas remplacer leur usage de Google. Au contraire, en fait, plus tu utilises des moteurs IA, plus tu utilises Google en parallèle. Et donc, en fait, comme il y a cette accumulation, moi, je sais qu'à titre personnel, souvent, je vais chercher des infos sur ChatGPT, mais je vais pas cliquer direct sur les liens qu'il me donne. En tout cas, c'est assez rare. Ça va plutôt nourrir ma réflexion pour ensuite aller derrière demander d'autres infos sur Google. Donc, c'est vraiment une complémentarité entre les canaux. Ouais, c'est presque comme une recommandation au final, quand tu vas demander à un père, ça fonctionne un peu comme ça, quoi. Tu vas pas cliquer C'est direct sur ça. le lien, mais tu finiras par aller sur le site, par Google, du coup. D'où la complémentarité. Euh, Bon, disons que je suis convaincu, parce que je suis les tendances et que je veux mettre ça dans mon plan marketing pour 2026. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour être performant en GEO, sachant qu'au final, c'est vrai que quand tu regardes bien, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de bases qui vont avec le SEO traditionnel aussi. Enfin, il y a quand même des choses où tu dis si tu bosses bien en SEO, potentiellement tu peux quand même rentrer en GEO. Alors, c'est quoi Mm. un petit peu les bases communes et puis qu'est-ce qui diffère vraiment? Alors, effectivement, grosso modo, les bases sont les mêmes. C'est effectivement en plus une question de qu'est-ce qui va compter pour quel canal. Mais déjà, si pour l'instant, on fait pas ou peu de SEO, travailler son SEO, ça va aider au GEO et travailler son GEO, ça va aider au SEO. En gros, la distinction de base, c'est que le SEO, ça répond à une logique d'indexation, alors que le GEO, ça répond à une logique d'ingestion. Le SEO, l'indexation, c'est Google constamment crawl Internet. Il va crawler mon site. Donc, il va venir envoyer des robots qui vont le parcourir. Il va enregistrer tout ce qu'il trouve dans une espèce d'index. Donc, il va dire, OK, ce site, il contient tous ces trucs-là. Et avec son algorithme, il va essayer de comprendre que contient le site et pour matcher ça avec la recherche que tape une personne dans Google. Donc, vraiment, on veut comprendre le contenu du site et le classer. L'IA, pour le coup, c'est une logique d'ingestion. Donc en fait, l'IA, elle va ingérer ce qu'on appelle des chunks, donc des bouts de site. C'est-à-dire, elle va prendre le site, mais elle va le casser en tout petits morceaux. Elle va sortir de cette logique de page. Elle va prendre ces morceaux, elle va essayer de lier la cohérence, de comprendre les concepts et de synthétiser tout ça pour ensuite réutiliser ce contenu. Donc en fait, quand on crée du contenu pour Google, pour le SEO, c'est dans un objectif d'être compris et d'être bien classé. Quand on le crée pour les IA, c'est dans un objectif d'être compris et d'être réutilisé. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de base commune? Il y a quand même 3 bases historiques au SEO qui restent les mêmes pour le GEO. Ces 3 bases, c'est que il va y avoir le SEO on-page, donc tout ce qui est le contenu, la sémantique, le SEO off-page, donc tout ce qui est les backlinks, ce qui renvoie vers mon site et qui va traduire la notoriété et l'autorité. Et enfin, il y a une partie technique. Comment je structure tout ça pour que mon site soit lisible par les crawlers et par les robots. Et donc, en fait, le challenge aujourd'hui,
c'est que tu dois optimiser, tu dois créer et optimiser ton site, ton contenu et ta stratégie SEO, GEO, à la fois pour des humains, d'un côté, parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir sur ton site, et pour des robots, de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur nos 3 piliers? Au niveau on-page, le point clé, ça va être surtout la pertinence du contenu. En fait, toute la dynamique de Google, justement, qui fait qu'on va de plus en plus vers la position 0 et tout ça, Google, leur vision, c'est de dire, il y a des gens qui viennent sur Internet parce qu'ils ont une intention de recherche. Ils ont envie de trouver la réponse à une question, ils ont envie de trouver un comparatif, de trouver la meilleure solution pour quelque chose. Donc, on essaie de comprendre cette intention de recherche et de leur donner le meilleur résultat. Donc, avant tout, quand on crée du contenu, quand on crée de nouveaux articles de blog, des landing pages, l'objectif, c'est de se dire quelle est l'intention de recherche de la personne qui va venir sur mon site. Quel est son niveau de maturité? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et donc, pour travailler la partie SEO on page, on va surtout se concentrer sur le contenu que l'on crée et sa pertinence. Donc ça, c'est pertinent pour le SEO et pour le GEO. Pour la partie technique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va dire que les moteurs LLM aujourd'hui, ils utilisent ce qu'on appelle du RAG, c'est-à-dire qu'ils vont combiner la puissance d'un moteur de langage interne, c'est-à-dire toute la puissance de l'algorithme ChatGPT, par exemple, qui va être liée avec le fait d'aller chercher des infos externes. Et en fait, quand on fait des requêtes sur les LLM, donc en langage naturel, la grosse différence avec Google, où d'habitude, en moyenne en tout cas, on tape peut-être 2 mots-clés du type basket bleu ou basket homme. Quand on est sur ChatGPT, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le détail des infos qu'on va pouvoir donner. Je cherche des baskets de préférence bleue, je suis un homme de 30 ans et j'ai envie de courir plus souvent. Et donc, en fait, les moteurs IA, ils ont un truc que je trouve assez fou, c'est ce qu'on appelle le fan-out query. C'est-à-dire qu'ils prennent ce gros prompt de peut-être 25, 30 mots et ils vont le casser en plusieurs sous-requêtes pour lesquelles, à chaque fois, ils vont aller chercher un résultat qui correspond à cette sous-requête et ils vont agréger tout ça avec leur moteur interne pour faire une réponse en langage naturel qui est cohérente. Et donc, en fait, ça veut dire que pour la partie technique, en GEO, on va pouvoir bosser sur comment est construit le site, comment sont construites les données qu'on va donner sur la page et comment est-ce qu'on rend ça lisible pour les IA. Donc, ça va passer par plein de choses. Globalement, le point à retenir principalement, c'est que les IA, elles n'ont pas le temps, il faut qu'elles trouvent les infos immédiatement et qu'elles trouvent immédiatement ce qui est pertinent. Donc, on va couper son contenu en micro-parties très faciles à digérer. Donc, ça veut dire en fait faire des paragraphes de 3-4 lignes plutôt que des paragraphes de 10 lignes comme on pouvait avoir auparavant, des tableaux, des FAQ, des checklists. Réfléchissez vraiment votre contenu en vous disant il faut que ça puisse être cassé et compris par un algo pour trouver très vite l'information la plus pertinente. Et le dernier point, du coup, c'est tout ce qui concerne le SEO off-page. Donc, historiquement, c'est la réputation, les backlinks et tout ça. La meilleure manière de travailler pour le GEO, ça va être en bossant sa présence multimodale. Donc, en fait, en faisant en sorte d'être visible sur le plus de formats et d'emplacements différents. Et donc, on va constater que ce qui est très pris en compte récemment par ChatGPT, c'est notamment tout ce qui vient de Wikipédia, de Reddit, mais également les avis clients. Quand on répond aux avis clients, c'est bien d'y inclure des mots-clés pour que l'IA puisse comprendre que c'est pertinent. Et en fait, de manière plus générale, tout ce qui est le brand content, en fait, la présence dans des médias spécialisés, des grands médias nationaux, tout ce qui finalement va être des sources d'autorité, ça va permettre de travailler son GEO. Du coup, pour conclure ce très long monologue, en gros, justement, les actions qu'on peut inclure dans sa roadmap, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on en est en termes de maturité SEO et GEO. Si c'est quelque chose que vous commencez tout juste à bosser, appliquer les best practices du SEO suffit à commencer à avoir une présence et sur Google et sur les moteurs IA. Si pour le coup, vous êtes déjà très avancé sur le sujet, là, pour le coup, justement, vous allez pouvoir aller identifier plus précisément, OK, une best practice GEO, a priori, c'est faire telle chose qui est nouvelle. Donc, comment est-ce qu'on adapte sa stratégie déjà plutôt cohérente pour faire du GEO performant. J'allais rebondir du coup sur ce que tu disais par rapport au off-page et par rapport à l'aspect backlink, tu vois, parce que c'est vrai que du coup, quand on voit un petit peu ces caractéristiques de ce que tu dis en GEO et les sites que tu donnes comme référence, les grands médias, les trucs comme ça ça revalorise un peu l'aspect brand content et puis aussi on voit pas mal reparler des relations presse, du coup aussi sur ces sujets-là. Est-ce que le backlink il est toujours aussi important
Tu vois, parce que bon, finalement, un journaliste qui va te faire un article dans Le Monde, tu vois, ouais, souvent il met pas de lien, quoi. Et donc, est-ce que le backlink il est toujours aussi important ou au final, est-ce que le passage dans un grand média qui va citer ta marque, qui va citer le nom de ton CEO ou sur un podcast où tu vas pas forcément avoir de lien, finalement, ça devient aussi quand même suffisamment important pour s'y intéresser, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai ma question est claire. Ouais, en fait, de ce qu'on a pu constater, il y a un mix entre déjà donc le développement du GEO et en même temps la fameuse mise à jour de Google l'été dernier dont tu avais parlé, qui fait que l'algo, justement, en fait, comme il y a de plus en plus de contenu créé par IA et que l'IA a vraiment permis de scaler tout ce qui est, on pourrait dire, le mauvais marketing, la mise à jour de l'algo Google, ça a été, on veut lutter vraiment contre tout ce qui était des pratiques qui permettaient de ranker artificiellement. Et donc, on a vu chez nos clients que notamment tout ce qui était achat de backlink, mais de mauvaise qualité, des choses qui de base souvent sont faites pour des raisons de ah bah tiens c'est économique donc on va acheter des backlinks, mais en fait on voyait déjà chez Eskimos que ça rapportait pas forcément grand chose en termes de position. Ça en plus ça s'est vraiment fait striker par Google. Donc en fait tout ce qui est les mauvaises pratiques, les mauvais liens, les backlinks à la chaîne mais qui coûtent pas très cher, ça rapporte pas grand chose ni sur Google ni sur ChatGPT. Par contre, pour tout ce qui est justement peu de backlinks, mais très qualitatif, le fait que, par exemple, ton CEO passe dans un podcast très reconnu ou un lien qui vient d'un média national, ça va être très valorisé. Et en fait, là où il y a vraiment une nouvelle opportunité stratégique, j'ai l'impression, c'est que comme Google d'un côté et les différents LLM de l'autre ne vont pas pondérer pareil les mêmes sources, en fait, là où avant un certain backlink allait pas être très pris en compte par Google, peut-être que d'un coup, ça va te faire émerger sur ChatGPT. Et à l'inverse, quelque chose qui va servir ton référencement SEO sera peut-être moins important pour ton GEO. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça qui est un peu à la fois une opportunité, mais un peu compliqué aussi, c'est qu'il faut que tu bosses les deux en tant que marketeur. En tout cas, tu te dis, en fait, qu'est-ce qui va servir quoi? C'est pas évident de s'y retrouver, d'autant plus que pour les moteurs LLM, ça change beaucoup d'un jour à l'autre. Les choses qui sont prises en compte en termes de sources pertinentes. Ouais. Et je reviens aussi du coup sur ton exemple des je veux des baskets bleues pour un homme de 30 ans et j'habite à tel endroit, tu vois. Au final, comment est-ce que tu vas travailler ce type de requête-là? Est-ce que il faut faire est-ce qu'il faut faire du contenu pour les baskets bleues pour les hommes de 30 ans qui habitent à Toulouse? Ou est-ce que puis j'allais dire, on pourrait dire, tu vois, un logiciel de marketing automation pour une boîte qui est dans le secteur de la santé, tu vois, je sais pas, bref, peu importe. Mais où est-ce qu'il vaut mieux, où est-ce qu'il vaut avoir des contenus, basket bleu, et puis on travaille pour les hommes de 30 ans, et puis on est présent à Toulouse, et puis tu vois, puis au final avoir plusieurs contenus, comme parce que tu l'as dit, tu vas aller chunker des bouts de sites, Oui. ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un contenu spécifique qui va traiter tout ça, quoi? Par rapport à notre exemple des baskets bleues, j'ai du mal à imaginer une marque de basket qui vendrait uniquement à des hommes à Toulouse. Donc effectivement, tout va dépendre aussi OK, combien j'ai de ressources, qu'est-ce que je peux créer de contenu versus qu'est-ce qui a du potentiel en termes de requêtes sur lesquelles je veux me positionner. Le truc, c'est qu'avec le GEO, on sort de plus en plus de cette logique de j'ai une liste finie de mots-clés et de requêtes faciles à identifier parce que en langage naturel, tu peux pas générer tous les prompts. En fait, tu peux juste du coup revenir sur l'intention de recherche et OK, globalement, nos cibles, c'est des hommes entre 30 et 40 ans qui veulent se mettre, donc bon pouvoir d'achat, qui veulent se mettre à la course à pied, par exemple. Et donc, du coup, ce que tu vas pouvoir faire, d'une part, sur ta page, par exemple, c'est faire en sorte que ces infos sur à qui c'est destiné soient plus facilement lisibles. Donc, par exemple, inclure une FAQ sur qui est le client idéal ou inclure, par exemple, un témoignage ou un témoignage vidéo d'un homme de 30 ans à Toulouse qui raconte comment est-ce qu'il s'est remis au sport. Et justement, quand je parlais du côté multimodal, c'est ça qui va être intéressant, c'est que tu pourrais te dire que, tiens, sur ton site, tu fais des super baskets, tu vas avoir une section témoignage, mais qui est juste planquée à un endroit sur le site. En fait, cette même vidéo, tu peux la réutiliser sur la page de vente, tu peux la réutiliser sur, mettons, tes réseaux sociaux, sur ta page Instagram. En fait, comme toutes ces choses-là commencent à être indexées et par Google et par les moteurs LLM, en fait, finalement, on revient sur une espèce de logique où tu vas créer du contenu qui va permettre toujours de plus en plus de comprendre à ta cible idéale que oui, ton offre lui est destinée. Et donc, ça va passer par une variation dans les formats, ça va passer par une variation de qu'est-ce que tu mets à quel endroit. Mais voilà, globalement, pour notre exemple de basket, il y a à la fois des petites choses que tu peux mettre sur ta page pour te dire, OK, un mec qui a 30 ans, qui est à Toulouse et qui arrive sur cette page, est-ce qu'il comprend très clairement que oui, c'est lui le cœur de cible? Et qu'est-ce que je peux construire ailleurs qui pourrait renforcer ce message? Ouais, ok.
Si je dois structurer cette approche, tu vois, GEO, et que je veux l'inclure du coup dans mon plan marketing, est-ce qu'il y a des outils à mettre en place? Est-ce qu'il y a des spécifiques, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses particulières à mesurer? Parce qu'au final, l'approche elle est un petit peu différente du SEO et on ne peut pas se consommer. Enfin, c'est difficile de mesurer un ranking comme tu peux taper un mot-clé dans Google, quoi. Tu l'as dit. En plus, on ne peut pas couvrir l'intégralité des prompts qui sont tapés. Comment est-ce que tu mesures l'efficacité de cette partie-là? Qu'est-ce que tu regardes? Et quel type d'outils tu peux mettre en place, quoi? Ouais, bah en fait la mesure c'est un peu le nerf de la guerre, en tout cas le truc sur lequel tout le monde s'interroge en ce moment. Pourquoi? Parce que les LLM quand même à l'heure actuelle ça reste beaucoup des boîtes noires. Ça reste des boîtes noires. Tu sais que quand tu tapes quelque chose sur ChatGPT ou Perplexity, il te renvoie un certain résultat. Tu peux comprendre comment est-ce qu'il t'a fourni ce résultat, mais tu n'as pas de Search Console, tu n'as pas d'analytics, tu n'as pas tous ces éléments en fait qui se sont construits autour de Google et qui ont permis justement le développement de disciplines comme le SEO, le paid et tout ça. Donc, comme il y a cette boîte noire, pour l'instant, on est un peu tous avancés à tâtons. Forcément, qui dit boîte noire dit en même temps opportunité. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sur le créneau et qui proposent aujourd'hui des solutions pour au moins évaluer sa visibilité dans les moteurs LLM. Chez Eskimos, justement, on a une app propriétaire avec une dizaine de briques, mais l'une de ces briques est celle dont les clients nous parlent énormément. Elle s'appelle LLM Ranking et elle permet justement de faire ça, de mesurer à quel point on est visible sur les moteurs de recherche, enfin sur les moteurs LLM, pardon, par rapport à toute une série de prompts liés à son industrie. Donc, à quel point on est visible, à quel point nos concurrents sont visibles, quelle est la manière dont les moteurs parlent de la marque, est-ce que le sentiment global qui ressort de la manière d'en parler est plutôt neutre, plutôt positif ou plutôt négatif. Et enfin, et ça c'est intéressant pour identifier justement les sources à travailler, quelles sont les sources qui ont permis à ChatGPT, par exemple, de dire voilà comment tu te situes. Et donc, il va dire, en fait, c'est à 40% ta page Wikipédia, à 20% tel article du Monde, et puis à 15% tel article dans tel média d'industrie. Donc ça, déjà, ça permet d'y voir plus clair. Et en fait, du coup, par rapport à ça, comment tu mobilises cette info une fois que tu as un outil de ce type? C'est vrai que tu peux pas faire une stratégie de mots-clés comme tu ferais classiquement en SEO, sur laquelle tu identifies une liste finie de requêtes sur lesquelles tu as envie de ranker. Mais tu vas pouvoir identifier 3 types de requêtes, on va dire. C'est-à-dire que tu vas avoir les requêtes informationnelles qui sont très vastes, très vagues, sur lesquelles c'est difficile d'émerger et d'être cité. Donc ça, je conseille de le laisser pour un temps 2, quand on est déjà un peu mature en géo. Ce sur quoi on conseille de se positionner, c'est avant tout les requêtes de recommandation et si vous êtes notamment en B2C, de transaction. Requête de recommandation, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Quel est le meilleur freelance pour m'accompagner en marketing? Ou quelle est la meilleure agence GEO? Par exemple, ça, chez Eskimos, on l'a bossé pour faire en sorte de ressortir en premier. Donc ça va être des demandes de reco et des requêtes transactionnelles. C'est les choses qui ont été, je pense que ça reste encore très marginal pour l'instant, mais c'est la capacité à dire à ChatGPT, je veux acheter une nouvelle machine à café qui coûte moins de 300 €, qui soit plutôt design et qui permette de faire des cafés longs comme courts. Qu'est-ce que tu me recommandes? Et donc là, on est vraiment sur, OK, je veux de la... Enfin, cela dit, on est encore sur de la recommandation. Il va certainement fournir plusieurs options. Mais maintenant qu'il y a des intégrations avec Shopify et tout ça, on peut même imaginer demain avoir des personnes qui vont jusqu'à, OK, celui-là me plaît, je clique dessus, je mène la transaction. Et donc, ce que je conseille de bosser en premier, c'est avant tout tout ce qui est les requêtes de recommandation pour être capable d'émerger auprès de la cible qui fait des requêtes très qualifiées. Et ensuite, peu à peu, on peut remonter sur le funnel vers des requêtes plus généralistes et plus informationnelles. Et quand tu dis le bosser, c'est genre des listicles, enfin tous les essayer d'être mentionné sur tout ce qui est aussi tu vois, typiquement top 10 meilleures agences, Ouais. tu vois, c'est tout meilleur logiciel de machin. Pourquoi pas créer ces contenus-là soi-même aussi pour orienter un petit peu C'est potentiellement ça. le discours. Ok. C'est ça, exactement. Et tu peux jouer à la fois sur le fond et sur la forme. Parce que, en fait, comme les LLM, ils aiment bien ingérer, par exemple, des checklists, des classements, des tableaux comparatifs, des choses comme ça. C'est souvent des contenus qui n'existent pas encore, qui n'existent pas pour toutes tes offres. Et donc, en fait, tu peux le créer de ton côté et en espérant que ce soit directement sur ton site que le LLM vienne récupérer l'info. Donc, comme ça, parfait. Et en même temps, justement, si tu repères des classements, ou en tout cas, si grâce à ton outil de tracking, tu repères que, tiens, tel classement
de tel site un peu obscur est pris en compte à plus de 30% dans la réponse qui est fournie. Comment je le fais pour intégrer ce classement? Est-ce que je peux contacter la personne? Est-ce que modulant au paiement, je peux remonter dedans? Voilà, en gros, on est vraiment sur la phase de déblayage, mais au moins quand on commence à mesurer comment on est classé et quelles sont les sources qui comptent, on peut avoir des idées d'initiatives marketing à mettre en place. Et c'est vrai que tu vois, côté outils, on voit Ahref commence à le mentionner, SEMrush de son côté aussi. Enfin, les logiciels SEO, on voit qu'ils commencent à mettre un petit peu ces mentions-là. Là, il y a Amandine qui nous disait, qui nous parlait d'AEO Grader de HubSpot. C'est quoi la fiabilité de ces engins-là? Parce qu'on sait déjà que déjà côté SEO, il y a des écarts. Enfin, c'est plus des estimations que des vérités absolues. Après, tu n'as peut-être pas la réponse d'ailleurs. Tu vois, quel crédit accorder en tout cas aux résultats qu'on est capable d'avoir par ces outils? Derrière, c'est la boîte noire. Hein. C'est la Ouais. boîte noire. Donc, mis à part en testant et enfin, vraiment, c'est du test and learn. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a pas mal de gens ou de boîtes qui peuvent être quand même assez frileux sur le sujet du géo parce que justement, ça rentre dans la grande catégorie des initiatives difficiles à quantifier, donc difficiles à défendre et à vendre à son boss ou à son comex. Pour autant, je peux parler juste de ce qui se passe côté Eskimos et de comment ça fonctionne. En gros, quand tu paramètres l'outil, là, le fameux LLM Ranking qui permet de suivre sa visibilité sur ChatGPT, tu vas soit rentrer toi-même, soit générer automatiquement à partir de ton site une série de prompts liés à ton activité. Du coup, à partir de ces prompts qui sont en langage naturel, donc qui par essence sont très larges, l'outil va générer des prompts similaires pour essayer de répliquer ce que pourraient taper des personnes à grande échelle qui s'intéressent au sujet. Et du coup, pour tous ces prompts, il va faire en relever des compteurs quotidiens sur est-ce que quand il simule la requête auprès des moteurs, est-ce que tu es cité, toi, ton nom d'entreprise ou ton site, et comment tu es cité. Et du coup, il va faire ça aussi pour tes concurrents. Donc en fait, c'est la meilleure manière d'obtenir un résultat qui semble fiable, c'est de faire comme si à très grande échelle, on faisait tous les jours 100 000 requêtes sur ChatGPT et on voyait ce qui se passe. Je suis pas un expert technique, mais en fait, je pense que les Href et tout ça, c'est la même chose sur le SEO. C'est pour ça, c'est de l'estimation et c'est fiable à 80%. Donc, ça fait le taf. Et tu parlais justement des intégrations de ChatGPT avec de Shopify, des liens des évolutions qui arrivaient de ce côté-là. Est-ce qu'on a une idée, tu vois, ou est-ce qu'il y a déjà eu des communications de où ça va, un peu cette part trafic IA, et puis pourquoi pas, parce qu'on pourrait largement, à partir du moment où tu as intégré Shopify dans ChatGPT, imaginer qu'il y a un système de sponsorisation qui va venir aussi s'ajouter de la même façon que sur Google. Voilà. Ouais. Entre ce qu'on imagine, je ne sais pas si. Bon, bref. Ouais, sur où est-ce qu'on va en termes de marché? Moi, à titre perso, déjà, j'ai l'impression qu'entre les effets d'annonce d'un côté et la réalité des usages de l'autre, il y a un énorme décalage. Par exemple, quand il y a eu l'annonce de « Ah, ça y est, ChatGPT est intégré avec Shopify », on a vu fleurir partout sur LinkedIn les posts du type « Waouh, c'est une révolution ». Bon, les quelques personnes, plusieurs mois après, qui ont tenté de le mettre en place, ont dit c'est plein de bugs, il y a quasi aucun trafic, voilà. On sent que ça va quand même prendre beaucoup de temps à se mettre en place, ce qui est normal. Pour le coup, la démarche affichée d'OpenAI, ça a vraiment été de dire un jour, si il y a une intelligence artificielle générale qui réussit à émerger, ce serait bien qu'elle n'ait pas été créée par Google. Et donc, c'est Sam Altman qui pousse ça et qui dit, voilà, nous, on veut développer notre intelligence artificielle. Et notre modèle, c'est, on veut pas faire comme Google, on veut pas qu'il y ait de la pub partout. On veut pas on veut un modèle qui soit beaucoup plus sain et sympa à utiliser. En attendant, ChatGPT, enfin OpenAI, ils ont perdu 14 milliards le dernier trimestre. Donc, il y a quand même fort à parier qu'à un moment, après avoir brûlé tout ce cash, les investisseurs ont commencé à dire, faut peut-être chercher comment être rentable. Et du coup, justement, ils ont déjà commencé à publier des offres d'emploi justement pour des personnes spécialisées en monétisation et notamment en publicité. Il y a des gens qui ont étudié le script, qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même des tests qui avaient été mis en place. Donc, forcément, avant tout, OpenAI, c'est une startup qui va tester beaucoup de choses. Moi, ma conviction, c'est quand même qu'ils vont aller vers un modèle payant parce qu'en fait, ils captent tellement de recherches, ils captent tellement de data que la meilleure manière de le monétiser, ça va être de revendre cette data pour faire de la pub, comme l'a fait Google, comme l'a fait Meta. Alors après, il faut voir la forme que ça prendra. Mais l'un des effets positifs que ça peut avoir, c'est que cette fameuse boîte noire, au moment où tu veux commencer à dire aux gens, investissez chez nous, vous allez voir, ça va apporter des résultats,
tu es obligé de développer tous les outils qui vont avec pour permettre le suivi de ces pubs, en fait. Parce que tu peux pas dire aux gens, investissez 1 million par an chez nous et ouais, promis, ça marche. Tu vas avoir besoin de traquer, mesurer, comprendre ce qui a de l'influence. Et donc, ça m'étonnerait pas que même dès 2026, il commence à y avoir des annonces pour dire, bon, pour ceux qui veulent, de manière très peu intrusive, mais quand même, on va pouvoir commencer à mettre des résultats sponsorisés dans ChatGPT. Yes, c'est vrai que ça va régler un petit peu ces indications de tracking aussi, mine de rien, si c'est quelque chose qui se développe, comme tu dis, on aura besoin d'analytics. Très cool. Écoute, merci pour ce retour d'expérience. J'allais dire pour clôturer un petit peu notre échange et notre première partie là, si tu voulais retenir un conseil un petit peu de ce qu'on s'est dit, ou une chose, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Moi, principalement, ce que j'ai quand même pu observer cette année, c'est que il y a énormément d'annonces, il y a énormément d'effets d'annonces, il y a énormément de hype. Et dès qu'on ouvre LinkedIn, si on s'intéresse un peu au sujet, on peut avoir l'impression d'être totalement à la bourre absolument partout. Dans les faits, c'est du calme, ça va. Toutes les entreprises s'y intéressent, mais il y a j'ai pas l'impression d'avoir vu émerger pour l'instant des champions du GEO. Comme souvent, le meilleur moment pour commencer, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ça dépend vraiment de la maturité qu'on a déjà en SEO ou pas, mais voilà, je pense que c'est bien de commencer à explorer le sujet. Et pour autant, attention à ne pas se défocus, parce que comme on l'a dit, en fait, ça représente peut-être 0,5 à 2% du trafic sur les sites. C'est un nouvel usage, mais par rapport à Google, ça représente toujours quand même 10 fois moins de volume de recherche. Donc, il ne faut pas non plus se dire le GEO va devenir notre priorité absolue. C'est plus ce que je mettrais comme un big bet sur lequel tu peux mettre une part de ton temps et de ton énergie et de ton budget, mais une part qui reste plutôt marginale, quoi, de l'ordre de peut-être 10% grand max. Et donc, bien évidemment, après, si c'est un sujet sur lequel vous avez besoin d'accompagnement, passer par des agences qui ont déblayé le sujet peut être intéressant. Donc, je serais ravi de vous faire des intros chez Eskimos si jamais c'est pertinent. Ouais. Et c'est vrai que ça dépend aussi, mine de rien, pas mal, comme tu le dis, de la cible que tu adresses au final et de sa capacité, on va dire, à utiliser ChatGPT, en tout cas de son attrait pour ce type de quoi. Très cool. Écoute, merci beaucoup, Alexandre. C'était super intéressant.